L'Afrique et l'Europe, deux continents liés par l'histoire. Devant l'intensification de leurs échanges et face aux contingences existentielles, les deux continents ont compris la nécessité pour eux de reconsidérer leur coopération, se fixant ainsi pour priorité le renforcement des relations et échanges entre les deux continents. La première édition du sommet Afrique-Union européenne s'était tenue au Caire, en Égypte, en 2000, un deuxième sommet à Lisbonne au Portugal en 2007, un troisième en Libye en 2010, puis un quatrième à Bruxelles en Belgique en 2014. Sommet au cours duquel les participants ont abordé des sujets clés tels que la paix, la sécurité, des investissements, des changements climatiques et des populations. 4 ans plus tard, c'est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, que le 5e sommet Union africaine-Union européenne doit se tenir. Le choix porté sur la Côte d'Ivoire pour abriter cette importante rencontre internationale n'est pas fortuit. Le pays, depuis plusieurs années, organise des rencontres de dimensions internationales. Le retour de la paix et de la sécurité dans le pays, la qualité de ses infrastructures, l'écodiplomatie engagée par le chef de l'État, Alassane Ouattara, autant d'arguments qui militent en sa faveur. Les dés sont ainsi jetés, le défi est grand et le pays se donne les moyens de relever ce défi important. À quelques semaines de l'ouverture officielle du 5e sommet Union africaine-Union européenne, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, sous le regard du chef de l'État, Alassane Ouattara, multiplie les visites de terrain pour s'enquérir des préparatifs du 5e sommet Union africaine-Union européenne. Tous les sites sont donc visités, des travaux sont engagés, aéroports et autres lieux d'hébergement. Il est prévu dans chaque délégation de chef d'État une vingtaine de personnes, la composition des délégations étant du ressort exclusif des États. Les invitations émises, les chefs d'État confirment leur présence. La capitale ivoirienne se pare de ses plus beaux vêtements pour accueillir ses hôtes de marque. 83 délégations venues de 55 pays d'Afrique et de 23 pays d'Europe. Pour plus de 5000 participants sont attendus. Le ballet diplomatique est enclenché. Les différentes délégations de chefs d'État et de gouvernement marquent leur arrivée sur le sol ivoirien. Au nombre des personnalités attendues pour ce 5e sommet, la chancelière allemande Angela Merkel, accueillie par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Avec elle, une forte délégation, le président de la République française, Emmanuel Macron, accueilli par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Les délégations des chefs d'État africains arrivent au fur et à mesure. Le roi du Maroc, le roi Mohamed VI, le président sud-africain, Jacob Zuma, les présidents d'Afrique de l'Ouest et autres délégations. Nous sommes le 29 novembre 2017, le 5e sommet Union africaine-Union européenne s'ouvre le jour même, en début d'après-midi. Thème de ce 5e sommet Union africaine-Union européenne, investir dans la jeunesse pour un développement durable. Le choix du thème est bien en phase avec l'actualité internationale, la crise migratoire et le scandale de jeunes migrants africains vendus comme des esclaves dans le désert libyen n'ont pas manqué de susciter l'émotion et la condamnation de la communauté internationale. D'importantes décisions doivent donc être prises pour sauver l'avenir d'une jeunesse qui ne recule devant rien pour tenter l'aventure. Nous devons nous fixer la grande ambition que la jeunesse est en droit d'exiger, aussi bien en Europe qu'en Afrique, pour pouvoir se projeter dans le futur avec espoir et sérénité. C'est pourquoi nous devons prendre des décisions et des engagements forts, non seulement renouvelés, mais rehaussés et innovants. Pour y parvenir, je vous invite à un sursaut en vue de trouver des solutions qui serviront de levier aux changements nécessaires face notamment à 3 défis majeurs. Au premier rang de ces défis, nous avons la jeunesse de la population africaine.
dont plus de 60% à moins de 25 ans. Ceci constitue une opportunité, mais aussi un risque si l'on n'offre pas à cette jeunesse la formation, les emplois et les espoirs auxquels elle aspire légitimement. Le second défi porte sur les menaces à la paix et à la stabilité dont l'Afrique et l'Europe sont les cibles et qui requièrent une réponse forte et coordonnée sur le modèle du G5 Sahel qui permettra de lutter plus efficacement contre le terrorisme qui frappe sans distinction l'Afrique et l'Europe. En troisième lieu, je voudrais mentionner le changement climatique, qui est sans doute l'un des plus porteurs de danger pour les générations futures. Nous devons tous, pays du Nord et du Sud, respecter nos engagements pris en 2015 à Paris, lors de la COP21, afin d'inverser la tendance actuelle du réchauffement climatique et ses conséquences désastreuses pour les pays du Sud. Tous ces défis constituent des enjeux majeurs pour le continent africain, mais également pour l'Europe, auxquels il nous faut impérativement trouver des réponses audacieuses, innovantes et durables. Notre plaidoyer sera donc d'accroître les investissements européens, publics comme privés, notamment dans les infrastructures de transport, d'énergie et du numérique, qui permettront d'améliorer la compétitivité des économies africaines. Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais, avant de conclure, m'adresser à la jeunesse qui sera au cœur de nos échanges. Chers jeunes, vous incarnez l'avenir de notre continent par votre dynamisme, votre ingéniosité et votre extraordinaire potentiel. Vous êtes un atout inestimable pour l'Afrique. Nous devons tout mettre en œuvre pour votre épanouissement sur notre continent qui a tant besoin de vous. Je vous invite à avoir foi en l'avenir, à ne pas vous lancer à l'aventure au péril de vos vies. Les leaders que nous sommes ont l'obligation de poursuivre et d'intensifier nos efforts pour vous offrir davantage d'opportunités et d'emplois, pour améliorer vos conditions de vie dans un environnement sécurisé, démocratique, qui protège les libertés fondamentales. Le président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé, dit toute sa foi dans la mise sur pied d'un partenariat solide entre l'Afrique et l'Europe. Je reste confiant en l'avenir radieux de la coopération Union européenne-Union africaine, car les priorités du nouveau partenariat ont été choisies par l'Afrique et traduisent les attentes de nos populations, notamment en matière de paix et de sécurité, développement économique et social, ainsi que de la bonne gouvernance. L'atteinte de ces objectifs profitera avant tout, bien naturellement, à la jeunesse, qui trouvera en Afrique la clé de son bien-être et de son épanouissement dans des États désormais plus résilients. La prospérité que nous ambitionnons passera nécessairement d'abord par le développement du secteur rural, principale source de revenus et gage de la sécurité alimentaire dans nos populations. Il nous appartient de mobiliser les financements nécessaires pour l'aménagement des terres et la maîtrise de la gestion de l'eau. La prospérité de l'Afrique passera aussi par le développement des infrastructures, notamment énergie, base des industrialisations du continent, source de valeur ajoutée et de création de milliers d'emplois pour les jeunes. Je voudrais ici saluer la coopération entre l'Union européenne et l'Union africaine pour la mise en œuvre de l'initiative africaine pour les énergies renouvelables, conçue par les Africains pour les Africains. Et nous saluons le rôle joué par notre banque, la BAD, sous la direction de notre frère. Enfin, on ne saurait parler de véritable prospérité si on ne donnait à nos jeunes les compétences adéquates pour accéder au marché du travail. C'est pourquoi je tiens à mettre un accent particulier sur le soutien à la santé, à l'éducation et à la formation professionnelle. Je souhaiterais également souligner l'importance de promouvoir le secteur privé en Afrique en raison de sa capacité d'absorber le plus grand nombre de demandes d'emploi, en particulier chez les jeunes.
Il me semble par conséquent indispensable de promouvoir des investissements privés en Afrique tout en créant des conditions favorables pour l'investisseur et surtout d'approfondir le processus d'intégration économique de notre continent. Majesté, Mesdames, Messieurs, comme je l'ai toujours dit, l'Afrique a décidé de parler d'une même voix et de prendre en main son destin. Notre intégration politique, économique et financière ne peut que renforcer notre crédibilité. Le partenariat Union européenne-Union africaine se fonde sur un nouveau paradigme gagnant-gagnant dans la perspective de la mise en œuvre de l'agenda 2030 des ODD qui rime avec la vision 2063 de l'Afrique dont mon cher frère est le champion. Les progrès indéniables enregistrés par l'Afrique dans le cadre de la bonne gouvernance et de la croissance montrent à suffisance la capacité de notre continent à entretenir des partenariats équilibrés et viables. En ce qui concerne la bonne gestion, notre région a encore battu tous les records de progrès de l'indice de climat de la Banque mondiale. Notre dette a certes augmenté, mais elle est toujours en dessous de 50% par rapport au PIB, c'est-à-dire un des taux les plus bas du monde. Par ailleurs, notre inflation en général est maîtrisée. Nos investissements en infrastructures sont ambitieux. On ne connaît plus les grandes inaugurations de grands travaux. La forte croissance de la demande d'électricité en Afrique durant les prochaines décennies, consécutive à la progression de sa population, demande davantage d'investissements dans ce secteur stratégique. D'où la priorité qu'il convient d'accorder à ce secteur. J'ai la ferme conviction qu'ensemble, nous pouvons juguler la pauvreté en luttant contre ses causes profondes. L'interdépendance entre l'Europe et l'Afrique nous commande à œuvrer pour la mise en place d'un espace de coopération solidaire, capable de sceller davantage les relations qui ont uni le peuple tout au long de l'histoire. La paix, la sécurité et le développement durable demeurent le fondement de notre partenariat. Nous serons ensemble pour relever les défis sécuritaires et humanitaires, notamment dans le Sahel. Nous considérons nos efforts dans la lutte implacable contre le terrorisme, le trafic de drogue et la traite des êtres humains. Donnons-nous la main pour apporter des solutions plus humaines à cette crise migratoire qui vicie les relations entre le Nord et le Sud. Nous condamnons énergiquement les actes abominables commis dans certains pays de la route migratoire de l'Afrique vers l'Europe, notamment en Libye. Ces faits sont intolérables et inacceptables. La communauté internationale doit prendre des mesures fermes pour mettre fin à ces crimes d'un autre âge. Majesté, Mesdames, Messieurs, au moment où nous nous engageons vers la mise en place d'un nouveau partenariat, je voudrais déjà me féliciter de l'appui constant de l'Union européenne qui demeure l'un des partenaires privilégiés de notre continent. Je tiens à mettre en exergue le Fonds fiduciaire d'urgence pour la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière, comprenant un volet pour le financement de l'emploi jeune en Afrique. Le plan d'investissement extérieur mis en place pour financer le développement durable en Afrique, ainsi que les opportunités offertes par l'UE pour faire face aux méfaits des changements climatiques sur le continent. Tous les intervenants traduisent leur confiance dans l'action commune pour faire barrage aux questions de terrorisme, de migration, de violation de droits de l'homme. Depuis le dernier sommet de Bruxelles, l'Union africaine a connu d'importantes mutations. Celles-ci s'inscrivent dans une dynamique de restructuration impulsée par ses dirigeants pour en faire un instrument efficace de développement et d'intégration à la hauteur des aspirations de nos peuples. Avec l'heureux retour du Royaume du Maroc, incarné aujourd'hui par la présence de Sa Majesté Mohamed VI, l'Afrique a retrouvé sa totalité, son unité. Le couple Union africaine-Union européenne reprend ainsi son équilibre et se forge une stature bicontinentale exceptionnelle. Le thème du présent sommet, investir dans la jeunesse pour une croissance accélérée et inclusive en vue d'un développement durable, recoupe celui de l'Union africaine pour l'année 2017, à savoir tirer profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Loin d'être une simple coïncidence,
Cette convergence thématique confirme que l'Afrique et l'Europe partagent les mêmes préoccupations face aux exigences de l'heure. Elle nous invite à bâtir une alliance stratégique, plus qu'un simple partenariat voué à la seule recherche d'intérêts mercantiles. À travers un dialogue plus profond entre nos cultures et nos civilisations et la construction des ponts d'amitié entre nos continents, nous enseignons à nos enfants, à notre jeunesse, que la diversité est le moteur de notre mouvement, l'âme de notre vie. L'immensité des défis auxquels nous sommes confrontés nous impose de renforcer toujours davantage notre partenariat. Dans cet exercice, nous pouvons nous appuyer sur l'énorme travail déjà accompli. Ainsi que j'ai eu l'occasion de le dire, le couple Union africaine-Union européenne est une belle histoire où se sont par le passé croisés ombres et lumières, mais qui de nos jours s'enorgueillit de sa vivacité, de son dynamisme et d'un futur à l'horizon promoteur. Sur la base des leçons tirées de la feuille de route 2014-2017 de Bruxelles, nous devons adopter un plan qui traduise nos ambitions dans les faits. Dans ce cadre, notre partenariat devra s'émanciper de l'esprit peu glorieux du donateur bénéficiaire au profit d'une véritable coopération mutuellement bénéfique, régie par les principes d'égalité et de respect. Oui, progrès, il y a eu. Oui, résultat, il y a eu. Mais il nous reste encore beaucoup à faire. L'Europe, elle, sort lentement d'une décennie à faible croissance. La croissance économique est palpable, est arrivée dans tous les pays de l'Union européenne, mais la croissance de l'Afrique, elle, a été impressionnante. Mais très souvent, elle a été insuffisamment inclusive. Je parle de la croissance en Afrique. Je pourrais faire la même remarque au sujet du caractère insuffisamment inclusif de la croissance en Europe, puisque partout, les disparités entre pays et entre régions augmentent, alors que notre but à nous tous devrait être de les réduire. La croissance en Afrique n'a pas atteint le milieu de l'agriculture, puisque les petits exploitants agricoles ont du mal à doper leur productivité et les entreprises européennes, les investisseurs européens, très souvent connaissent des difficultés pour accéder aux marchés africains et ainsi contribuer au développement du secteur privé. Nous devons remédier à toutes ces faiblesses. La population européenne, vous le savez, vieillit alors que la population africaine se distingue par une évolution démographique tout à fait impressionnante. D'ici la moitié du siècle, plus de la moitié de la croissance démographique globale sera africaine. La population du continent africain aura augmenté de 1,3 milliard d'habitants d'ici 2050 et plus que 50% de la population africaine sera constituée à ce moment-là par les jeunes, d'où l'importance de toutes nos politiques et européennes et africaines et euro-africaines orientées vers les jeunes. Le président du Parlement européen, Antonio Tajani, a rappelé l'urgence d'une intervention commune pour faire face aux problèmes existentiels identifiés. Nous avons des défis à intérêt commun. J'en citerai 4. Les flux migratoires, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le changement climatique, la croissance et l'emploi. Sur ces 4 aspects, c'est maintenant qu'il faut agir, car il risque d'être trop tard. Car cette fois, la croissance démographique africaine. D'où le thème de ce sommet, la jeunesse. Dans un avenir très proche, l'Afrique devra, en raison de cette explosion démographique, créer plusieurs millions d'emplois pour absorber les nouveaux entrants sur les marchés du travail. C'est à cette jeunesse que nous devons donner des réponses concrètes, des opportunités d'emploi, des conditions de vie qui soient dignes. En somme, donner de l'espoir. Mais pour cela, nous devons changer notre approche. Elle ne doit plus se reposer exclusivement sur l'aide au développement, mais sur un partenariat d'égal à égal, comme a dit
Monsieur le Président de la Commission européenne, sur des investissements massifs dans le but de développer les continents, axés sur les personnes, sur l'économie réelle, sur les petites et moyennes entreprises, sur les entrepreneurs. Nous avons donc l'obligation d'être ambitieux. Voilà pourquoi je continue à répéter qu'il faut un vrai plan de Marshall pour l'Afrique. Il existe un potentiel inexploité en Afrique, des véritables opportunités dans des secteurs variés. Pensez à la digitalisation, à l'agriculture et au développement rural. Mais cela nécessite aussi une formation et une éducation de qualité, aussi pour former la future classe dirigeante. Les échanges universitaires, la migration régulière et la mobilité doivent donc être un moteur de développement. Nous devons faciliter les échanges dans l'enseignement supérieur, soutenir les bourses via Erasmus+, étendre les programmes d'échange pour les jeunes entrepreneurs, Erasmus for Jeunes Entrepreneurs. Il s'agit d'un affaire commune, des institutions européennes et africaines, de nous, mais aussi des États membres, donc de vous. Je salue à ce titre les initiatives de la chancelière Merkel et de la présidence allemande du G20, de Paolo Gentiloni de la présidence italienne du G7, du président Macron, surtout en ce qui concerne le Sahel, et de Mariano Rajoy pour les accords bilatéraux avec les pays de l'Afrique du Nord. Région fondamentale, le Sahel, que nous devons par tous les moyens empêcher qu'elle tombe et déstabilise l'Afrique tout entière, car les risques seraient terribles pour nos deux continents. Précisément, le Sahel nous démontre qu'une approche holistique est nécessaire, car les entreprises, les commerces et les investissements ne peuvent que prospérer, créer des emplois et une croissance durable et inclusive dans un climat de paix, de sécurité, de stabilité, de respect des droits de l'homme et de bonne gouvernance. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué l'attention particulière portée à la jeunesse, se félicitant de l'excellence des relations entre l'Union africaine et l'Union européenne. C'est pour moi un grand plaisir de me retrouver parmi vous pour saluer le partenariat stratégique entre vos deux organisations. Un partenariat qui m'est très cher. En effet, en tant que Premier ministre du Portugal et président du Conseil européen, j'ai eu l'honneur de coprésider avec le président Bouteflika au premier sommet Afrique-Union européenne en 2000. La déclaration du Caire a jeté les bases de travail conjoint qui se poursuit aujourd'hui. Et je salue l'attention portée à la jeunesse, notamment la recherche d'un développement durable, inclusif et créateur d'emplois pour les jeunes. Les jeunes sont le moteur de nos sociétés et nous devons les écouter. Il nous faut les mettre au cœur de nos plans de développement nationaux et internationaux. Répondre à leurs aspirations est essentiel dans une perspective de développement, mais c'est aussi un élément essentiel pour préserver la paix et notre sécurité collective. Excellence, nous devons changer la relation à l'Afrique et établir une nouvelle plateforme de coopération qui reconnaisse le potentiel énorme de ce continent. C'est dans cet esprit que j'ai signé avec son Excellence Moussa Faki Mahamat un accord cadre pour renforcer notre partenariat de paix et de sécurité, et un autre accord sur le développement durable va suivre l'année prochaine. Pour atteindre ces objectifs, nous devons accroître nos efforts conjoints en matière de prévention et de médiation, mais nous avons aussi besoin d'une coopération accrue pour le déploiement de forces africaines capables d'imposer la paix et de combattre le terrorisme avec un mandat fort du Conseil de sécurité des Nations unies. Il est temps de fournir les moyens appropriés aux organisations régionales, y compris par des mandats clairs et solides, accompagnés d'un mécanisme d'évaluation et d'un système de financement adéquat et prévisible. Dans la soirée, le chef de l'État, Alassane Ouattara, reçoit à dîner ses hôtes de marque. C'est le Palais national de Côte d'Ivoire. Je voudrais à présent vous demander de lever vos verres en l'honneur des chefs d'État et de gouvernement et des présidents d'institutions ainsi que des délégués de l'Union africaine et de l'Union européenne, et en l'honneur surtout de leur présence ici, de nous avoir tant honorés, et en l'honneur de la jeunesse de nos deux continents, que je voudrais dire vive la coopération Union africaine, Union européenne.
Chefs d'État, investisseurs, décideurs, hommes d'influence capables d'inspirer des politiques nouvelles en faveur de l'émergence de la jeunesse africaine, tous apprécient l'hospitalité ivoirienne. En plus de sa participation en tant que chef d'État français au 5e sommet Union africaine-Union européenne, le séjour d'Emmanuel Macron revêt également le caractère d'une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Le président français Emmanuel Macron est reçu par le chef de l'État Alassane Ouattara au palais présidentiel. Au cours de la rencontre, 2 conventions sont signées. L'une sur l'avenant au 2e contrat de désendettement et de développement C2D. L'autre pour le financement de l'appui budgétaire global du CDD d'une valeur de plus de 65 milliards de francs CFA. Dans le courant de la journée, le président de la République Alassane Ouattara et le président français Emmanuel Macron procèdent au lancement des travaux de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Le chantier du métro d'Abidjan, c'est 37 km de tracé, 20 stations établies dans les communes d'Abobo, d'Adjamé, du plateau de Trècheville et de Marcory, 21 ponts rail-route, un pont viaduc sur la lagune Ébrié, 40 passerelles piétonnes, 2000 travailleurs ivoiriens seront mobilisés dans le cadre de ce projet. La ligne 1 du métro d'Abidjan qui permettra de relier la commune d'Anyama à celle de Port-Boué en seulement 50 minutes. C'est un projet d'aménagement urbain pour une mégalopole régionale, continentale, qui est indispensable. C'est un projet qui changera la vie des habitants, qui permettra de développer l'activité économique et qui est cohérent avec vos engagements climatiques parce qu'il réduira les déplacements individuels. Ce projet s'accompagne également d'une rénovation des infrastructures et en particulier du pont et d'un travail encore plus profond pour lequel la France est aussi partenaire, qui est la ligne ferroviaire qui, elle aussi, permettra d'améliorer les communications et le rayonnement économique du pays. Je suis fier qu'un groupement d'entreprises français permette la réalisation de ce projet au bénéfice des Abidjanaises et des Abidjanais. Et je veux ici vous dire que la France vous a proposé une offre de financement sans précédent. Avec 1,4 milliard d'euros, cette offre constitue l'effort le plus important que la France ait jamais réuni au démarrage d'un projet de transport urbain à l'étranger. Je me réjouis du lancement des travaux de la construction du métro d'Abidjan, un projet ambitieux dont la matérialisation doit beaucoup à votre engagement personnel, à voir la France nous accompagner dans son financement. Ce projet, dont je souhaite l'aboutissement rapide, est un motif de grande fierté. Il va révolutionner et fluidifier le transport urbain à Abidjan, impacter positivement l'économie nationale et la qualité de vie de nombreux foyers, grâce notamment aux 2000 emplois qu'il va générer et aux gains de temps qu'il va entraîner aux 530 000 Abidjanais. Je dis bien 530 000 Abidjanais qui vont l'emprunter quotidiennement et aux 180 millions de passagers qu'il va transporter par an. Il était impensable qu'Abidjan, ville africaine de plus de 5 millions d'habitants, n'ait pas son métro pour affirmer sa modernité et son dynamisme. Nous avons toujours voulu le meilleur pour les Ivoiriens en matière d'infrastructure. À cet égard, le métro d'Abidjan bénéficiera de toutes les dernières technologies et des équipements modernes dédiés au confort des Ivoiriens. Vitesse estimée à 80 km/h, fréquence des trains, 2 minutes, un projet moderne. Projet dont se félicite le président de la République, Alassane Ouattara. Les relations qui existent entre nos deux pays sont excellentes et je voudrais le souligner. Elles se renforcent davantage et se diversifient chaque jour.
et cela ne peut que me réjouir personnellement. La solide relation qui existe entre la Côte d'Ivoire et la France nous permettra de surmonter bien de défis globaux au plan sécuritaire, économique et de gouvernance. Nous serons ainsi ensemble au Conseil de sécurité pour soutenir le G5 Sahel et œuvrer au maintien de la paix et de la sécurité sur le continent africain. La Côte d'Ivoire sera également aux côtés de la France dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. La Côte d'Ivoire sera également active lors des discussions relatives à la promotion du Pacte mondial pour l'environnement que vous avez initié en septembre dernier à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous voulons, de manière très concrète, continuer à développer dans notre relation quelque chose qui est aussi très important pour votre jeunesse, c'est les liens qui existent en matière d'enseignement scolaire et d'enseignement supérieur. Je souhaite que nous puissions développer dans les tout prochains mois, avec des ouvertures concrètes pour la rentrée 2018, des partenariats entre établissements français et ivoiriens, et proposer davantage de doubles diplômes et de formations partagées. Je souhaite que nous puissions, avec la Côte d'Ivoire, avoir un partenariat tout particulier et appuyer la Côte d'Ivoire pour créer une école régionale dédiée à la lutte contre le terrorisme. Aussi, allons-nous mettre en place un nouveau système de visa de circulation qui permettra de faciliter les déplacements pour les chefs d'entreprise qui, aujourd'hui, respectent tout le formalisme nécessaire et ont une activité stable, reconnue par la Côte d'Ivoire, pour les représentants politiques, les élus, pour la haute administration, pour les enseignants-chercheurs, le monde culturel et le monde sportif. Nous allons mettre en place des visas de circulation dont la durée sera celle du passeport. La Côte d'Ivoire est un partenaire de tout premier plan pour la France et un partenaire qui prend toutes ses responsabilités pour le continent africain. Notre relation bilatérale, ancienne, forte, vivace, qui est faite de femmes et d'hommes vivant entre nos deux pays et dans nos deux pays, d'histoire familiale et de génération en génération, elle se traduit par des projets concrets qui vont changer la vie des Ivoiriens. Coût global de l'opération estimé à plus de 918 milliards de francs CFA, financé par la France au nom de sa relation historique avec la Côte d'Ivoire. Objectif de ce projet, accompagner l'expansion de la ville d'Abidjan, décongestionner Abidjan et fluidifier les déplacements. Le métro d'Abidjan a un impératif social et environnemental, le trait d'union d'une grandeur retrouvée. Occasion pour les deux chefs d'État de communier avec la population riveraine. La cérémonie du lancement des travaux de la ligne 1 du métro d'Abidjan achevée, replongeons dans les grandes discussions du 5e sommet Union africaine, Union européenne, avec la cérémonie de clôture qui se tient en début d'après-midi et qui voit la prise d'importantes décisions. L'avenir de la jeunesse, la lutte contre le terrorisme étant bien sûr au centre de ces discussions. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a salué la contribution des chefs d'État à ce sommet. En réalité, il ne s'agit pas de conclure, mais d'ouvrir une nouvelle page de notre partenariat pour les 3 années à venir. Il s'agit de réinventer notre partenariat sur des bases renouvelées, avec une ambition d'accélérer sa concrétisation et ses résultats. Jamais nos interdépendances n'ont été aussi fortes. Jamais nos urgences n'ont été aussi pressantes. C'est aussi le premier sommet UE-UE qui a donné autant d'importance à la parole des jeunes que nous avons écouté très attentivement. Je me réjouis de la convergence de vues que nous avons affichée sur la plupart des thèmes qui ont été abordés tout au long de nos travaux et je retiens principalement notre volonté réaffirmée de renouveler notre partenariat stratégique en le raffermissant et en inscrivant les priorités suivantes. Nous sommes en premier lieu convenus d'intensifier nos efforts pour un succès inclusif
à une éducation de qualité à tous les niveaux, de même qu'à l'acquisition de compétences professionnelles, avec un effort particulier pour l'éducation des filles, le développement technologique et l'économie numérique. Le deuxième domaine prioritaire concerne à la fois la résilience, la paix, la sécurité et la gouvernance, pour lesquels nous avons décidé de renforcer nos efforts de prévention et nos capacités de réponse aux crises, qu'elles soient militaires, alimentaires, liées à des menaces climatiques et environnementales, ou à des situations de conflit, ou à des menaces terroristes. Ces dernières appellent des réponses renforcées et coordonnées et urgentes. Le troisième domaine prioritaire cible les investissements pour la transformation structurelle de l'Afrique. Il faut une croissance accélérée et durable capable de créer les emplois pour la jeunesse. La transformation sur place des ressources de l'Afrique, de son sol, de son sous-sol et de ses mers apportera un surplus de valeur ajoutée, de ressources domestiques. L'accès au marché du continent africain par la mise en place de la zone de libre-échange et l'accès au marché européen sous-tendu par des infrastructures régionales et continentales. Enfin, la migration et la mobilité ont constitué le quatrième sujet important de nos échanges et nous ont amenés à nous engager plus fortement à lutter contre les causes des départs de nos jeunes, cherchant désespérément à rejoindre l'Europe dans des conditions souvent tragiques. Nous avons exprimé combien le traitement inhumain de migrants ne peut que nous interpeller et requiert les réponses à la mesure de notre condamnation. Et sans attendre, des actions humanitaires doivent être menées rapidement contre les réseaux de passeurs et ceux-ci doivent être mis hors d'état de nuire. Le président de l'exercice de l'Union africaine, Alpha Condé, a salué la bonne organisation de ce 5e sommet. Union africaine, Union européenne, par la Côte d'Ivoire. Nos remerciements s'adressent d'abord, en premier lieu, à mon frère et ami le président Alassane Ouattara, au gouvernement et au peuple de Côte d'Ivoire dans son ensemble, pour la qualité de l'accueil qui nous a été réservé tout au long de ces travaux de ce sommet, ainsi que pour sa bonne organisation. La Côte d'Ivoire, encore une fois, fait honneur à sa tradition séculaire d'hospitalité, connue de tous sous le nom traditionnel de Akwaba. Le président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé, a rappelé tout l'intérêt d'un partenariat gagnant-gagnant pour les deux parties. Nos deux continents sont interdépendants parce que liés par l'histoire, la géographie et par notre volonté commune de développer des échanges commerciaux dans ces partenariats gagnant-gagnant. Il ne s'agit donc plus d'aide ou d'assistance, mais de bâtir une coopération qui permette de régler les problèmes sur la base et dans l'intérêt mutuel des populations et des économies des deux continents. À l'instar d'autres pays du monde, il est évident que l'Afrique aussi aspire à la paix, au développement, à la prospérité. Elle ne manque pas d'atouts pour réaliser son aspiration traditionnelle dans notre agenda 2063. La division du monde entre ceux qui ont des richesses naturelles ou démographiques et ceux qui possèdent des moyens technologiques et financiers ne doit plus être de sens. L'avenir obligera à un niveau d'interconnexion plus complexe. Les richesses naturelles doivent offrir des opportunités pour créer de la valeur ajoutée. Comme l'a dit le président Zuma, nous ne voulons plus que l'Afrique soit le continent pourvoyeur de matières premières et marché pour nos produits finis. Nous voulons que nos produits agricoles et miniers soient transformés sur place. Donc, comme l'a dit là-bas, l'industrialisation de l'Afrique, c'est le garant pour que nos jeunes n'aillent plus mourir dans les eaux de la Méditerranée ou transformés en esclaves. Des décisions importantes arrêtées au terme de ce 5e sommet Union africaine, Union européenne. Nous avons écouté les jeunes, car on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un à son insu. C'est à partir des préoccupations de la jeunesse que nous devons nous organiser afin de donner satisfaction. Face aux événements tragiques survenus sur le territoire libyen,
nous avons pris des décisions fermes pour l'évacuation immédiate des réfugiés, la mise en place d'une commission dirigée par la Commission des droits de l'homme de l'Union africaine, secondée et aidée par l'Union européenne, la poursuite des trafiquants d'êtres humains, et nous considérons ce trafic comme un crime contre l'humanité. Et ensuite, les différents pays doivent mettre en place des forces spéciales, chercher spécialement de lutter contre les trafiquants d'êtres humains. Enfin, nous devons tous nous organiser pour saisir les comptes de ces trafiquants en Afrique, en Europe, mais aussi au Moyen-Orient. Par rapport aux nombreux défis qui ont été identifiés, des ébauches de solutions ont été proposées dans une déclaration politique que nous devons adopter conjointement. Un sommet qui aura touché du doigt des questions d'actualité et qui aura permis aux chefs d'État et de gouvernement de faire des propositions pertinentes en vue d'apporter quelques réponses aux mots identifiés. Je voudrais réaffirmer avec force la déclaration du sommet pour condamner fermement ce trafic d'êtres humains et organiser les enquêtes internationales pour faire la lumière justement et prendre les sanctions que cela nécessite. Nous ne pouvons pas, encore une fois, accepter au XXIe siècle que des êtres humains soient vendus sous le prétexte, n'est-ce pas, que ce sont des migrants. Alors, le Maroc a naturellement, sur cette question, pris une décision forte d'apporter sa contribution et de mettre à la disposition des pays qui le souhaitent des avions pour le rapatriement de leurs ressortissants. Le Rwanda a fait la même proposition. Je pense qu'il faut saluer cette action du roi du Maroc et s'en féliciter. Je dois vous rappeler aussi que le Sénégal, en ce qui le concerne, a déjà, il y a un an, rapatrié 2500 jeunes Sénégalais qui étaient sur la route des migrations à partir du Niger et de la Libye. Dans ce monde de grands ensembles, l'Afrique et l'Europe ont tout intérêt à marcher dans la même direction et je pense que ce sera bénéfique pour nos deux continents. Un sommet, je veux dire, qui a permis de clarifier les choses sur la façon de travailler, sur les visions qui auraient pu ne pas être toujours les mêmes ou convergentes, mais cette fois-ci, je pense qu'il y a la volonté des deux côtés de se mettre sur le, comme on appelle, le diapason, ouvrir une nouvelle page des relations, non pas avec des relations, je veux dire, traditionnelles, où il y a des demandeurs, il y a ceux qui quelquefois apportent des solutions, mais non, ce sont des relations de partenariat qu'on devrait mettre en place. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est la place qui est donnée aux jeunes. Donc ça nous engage, nous les dirigeants, à prendre les responsabilités qui sont les nôtres pour faire face à la situation des jeunes, à prendre des décisions, à les écouter et à intégrer la dimension jeunesse dans les politiques publiques de développement au niveau économique, social. Lorsqu'il est question de paix aujourd'hui, de migration, je pense que les jeunes sont concernés. Nous sommes donc là à un sommet de décision. Que la volonté politique s'exprime de part et d'autre, que l'on ne parle plus d'aide. C'est comme si c'était unilatéral, comme si l'Europe aidait l'Afrique et l'Afrique n'avait rien à apporter à l'Europe. Or, l'Afrique a beaucoup à apporter à l'Europe, comme l'Europe a beaucoup à apporter à l'Afrique. Voilà où se place le problème du partenariat. Et lorsque la volonté politique s'exprime de part et d'autre, alors on va vers un partenariat d'égal à égal avec des avantages réciproques, gagnant-gagnant. Il n'y a pas d'autre préalable. Notons qu'en marge de ce sommet, les premières dames d'Afrique ont eu une somme d'activités. Au nombre de celles-ci, un déjeuner-débat à l'initiative de la première dame, Dominique Ouattara. Objectif, faire campagne auprès des premières dames d'Afrique afin que celles-ci encouragent dans leurs pays respectifs les femmes des milieux ruraux ou urbains qui sont d'importants acteurs de production à s'impliquer dans la lutte contre le réchauffement climatique en développant des initiatives en faveur de la préservation de l'environnement.
Elles ont également procédé à la visite de l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Je me suis donc engagée, par le biais de ma fondation Children of Africa, à construire cet établissement qui soulagera grandement les populations, non seulement des Côtes d'Ivoire, mais aussi de toute la sous-région. En ce qui concerne le financement de l'hôpital, je voudrais préciser qu'il a été réalisé à partir de fonds privés, obtenus grâce à nos donateurs ivoiriens et internationaux qui soutiennent la Fondation depuis 20 ans. Et je voudrais qu'on les applaudisse très très fort. De grandes fondations et des organismes ont aussi cru à ce projet et nous ont accompagnés de manière significative. Je voudrais préciser par ailleurs qu'en plus des différents services de santé, l'hôpital mère-enfant de Bingerville sera doté d'une maison de vie pour les enfants malades du cancer, offerte par son Altesse la princesse Lalla Salma du Maroc à travers sa fondation. Je l'en remercie très sincèrement. Au cours de ce sommet, le président de la République, Alassane Ouattara, a multiplié les rencontres avec les chefs d'État, avec les questions de coopération étant bien sûr au centre de leurs échanges. Un sommet Union européenne, Union africaine, riche en retombées pour la Côte d'Ivoire, la signature d'accords de prêt entre la Banque européenne d'investissement et la Côte d'Ivoire d'un montant de 23 milliards de francs CFA. La signature de cet accord permettra de financer le renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan. Ce projet est assez emblématique de la volonté de l'Europe d'accompagner la Côte d'Ivoire dans ses efforts pour améliorer la vie quotidienne des Ivoiriens. Et aussi, dans le cas de l'eau potable, on sait à quel point c'est important pour améliorer la santé des populations. Des retombées que salue le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il y a eu des débats donc importants, il y a eu des résolutions importantes qui ont été prises par les chefs d'État et de gouvernement, mais que cela est suivi donc quasi immédiatement d'actions concrètes. Et donc là, nous avons une action dans un secteur extrêmement important pour le quotidien de nos compatriotes, le secteur de l'eau. Je me réjouis que la BEI intervienne donc, de manière très concrète dans ce secteur. La question de la transformation de l'anacarde, je voudrais donc là aussi vous indiquer que c'est une priorité. Nous avons été tous au sommet, nous avons entendu donc, le cri de cœur donc, de la jeunesse donc, africaine et ce que l'on peut retenir fondamentalement, donc, c'est que nous avons un défi important à régler, donc celui donc, de l'emploi. Qui passera certes par l'éducation, par la formation, mais qui passera aussi par la création d'opportunités, donc objectifs d'emploi. Et ce projet donc Anacarde, transformation, sera certainement un projet qui y contribuera. L'international ivoirien Didier Drogba, qui aura participé de façon active à une initiative en faveur de la jeunesse au cours de ce 5e sommet, a également été reçu par le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly. On a beaucoup discuté avec les 36 jeunes qui ont été choisis. On a beaucoup débattu pour trouver les solutions. Je pense qu'il y a des solutions qui sont déjà mises en place, mais il faut les rendre beaucoup plus effectives. Beaucoup plus effectives pour, par exemple, faciliter l'accès à l'éducation, parce que je pense que l'éducation, c'est la base de tout. C'est ce qui permet d'avoir une stabilité. Ce sont des fondations pour un avenir, pour pouvoir se donner un avenir, se créer un avenir pour un jeune, les jeunes que nous sommes. Amadou Gon Coulibaly a également reçu le Premier ministre suédois. La monarchie suédoise a manifesté sa volonté de soutenir le développement de la Côte d'Ivoire. La Banque de l'Union africaine a signé son premier accord avec la Banque africaine d'import-export, l'Afreximbank, un accord portant sur l'octroi d'une ligne de financement de 100 millions d'euros sur 7 ans, soit plus de 65 milliards de francs CFA, pour faciliter les investissements et projets liés au commerce dans les 40 pays africains couverts par Afreximbank. La Banque européenne d'investissement, la BEI, a également signé à Abidjan un nouvel engagement de 10 millions d'euros, soit 65 milliards de francs CFA, une nouvelle initiative visant à soutenir les jeunes entreprises innovantes axées sur les technologies sur tout le continent africain.
De multiples autres accords ont été signés au cours de ce 5e sommet Union africaine-Union européenne, de quoi donner entière satisfaction à l'ensemble des participants. Le 5e sommet Union africaine-Union européenne à Abidjan a refermé ses portes. Jeunesse, crise migratoire, lutte contre le terrorisme, coopération, Union africaine, Union européenne, tous les sujets passés au peigne fin, des résolutions arrêtées qui attendent désormais d'être mises en œuvre. Du côté de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, l'on assiste au départ de plusieurs délégations venues prendre part au sommet. Le départ du président français Emmanuel Macron, avec lui sa délégation. Satisfait d'avoir pris part à ce 5e sommet Union africaine, Union européenne, qui doit désormais redéfinir les bases des relations entre l'Afrique et l'Europe.